Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année, je pense. Webinaire du projet de recherche partenariale SAVI LGBTQ. Donc, il nous sera offert par Emma Boulet-Giroux, et Martin Blais. Je co-dirige avec Isabelle Côté ce projet de recherche. Voilà, je m'excuse de ne pas l'avoir précisé avant. Donc, ce webinaire nous sera présenté par Emma Boulet-Giroux, qui est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, Emma a complété son baccalauréat en psychologie à l'UQO, où elle poursuit maintenant également ses études de doctorat en psychologie sous la supervision d'Isabelle Côté. Alors, sa thèse porte sur les expériences des personnes bisexuelles et pansexuelles avec leur famille d'origine. Elle s'intéresse généralement à la recherche sur la santé mentale et le bien-être des communautés LGBTQ+, ainsi que sur la recherche à devis mixte. Emma a travaillé dans les 3 volets du projet SAVI LGBTQ. Elle s'implique présentement au sein de la chaire de recherche sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Alors, dans le cadre d'un stage de recherche supervisé par moi-même, Emma a étudié les expériences des parents LGBTQ+, avec les milieux scolaires et les services de garde de leurs enfants. Et c'est les résultats de cette recherche qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Alors, Emma, je te cède la parole et je te remercie pour ce travail important et intéressant que tu as réalisé et que tu vas nous présenter aujourd'hui. À toi. Merci beaucoup, Martin. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer directement la présentation. J'ai bien hâte de vous partager ces résultats-là. Euh, bon, euh, OK. Donc, depuis plus de 20 ans, il y a plusieurs changements sociaux et législatifs qui ont fait en sorte, qui ont favorisé l'accès à la parentalité pour les personnes LGBTQ+ au Québec. Euh, Ces changements signalent que la définition de la famille n'est plus limitée à un modèle nucléaire ou traditionnel. Et en fait, cette définition est maintenant plus inclusive de la diversité familiale. Par ailleurs, on remarque dans la littérature scientifique comme dans la culture québécoise que certaines formes familiales sont plus visibles, tandis que d'autres le sont moins, voire invisibles. Par exemple, les familles lesbo- et homoparentales bénéficient d'une plus grande visibilité. Et d'un autre côté, une plus grande invisibilité touche les familles dont le ou les parents sont bisexuels ou pansexuels, aussi les familles transparentales, les familles pluriparentales et bien d'autres. Donc, à la lumière de ces constats, j'ai voulu explorer les réalités familiales avec un échantillon plus diversifié de parents LGBTQ+. Mon intérêt concerne les expériences des parents au sein des milieux de garde ou de l'école de leurs enfants. Et plus précisément, comme on l'a mentionné déjà, cette recherche porte sur l'exposition aux micro-affirmations et microagressions qui sont communiquées dans ces milieux. Avant d'aller plus loin, définissons qu'est-ce qu'une micro-affirmation. Une micro-affirmation, c'est un petit geste qui vise à souligner la valeur d'une personne. Il peut s'agir de simples actions inclusives qui témoignent de gentillesse, de compassion et de bienveillance. La subtilité des micro-affirmations fait en sorte qu'elles passent bien souvent inaperçues. Toutefois, leur impact peut être très bénéfique pour les individus. D'un autre côté, qu'est-ce qu'une microagression? Le concept de microagression fait référence à des commentaires, des comportements et des environnements qui, de façon intentionnelle ou non, vont communiquer de l'intolérance et des attitudes négatives envers des personnes provenant de groupes marginalisés. Donc, ces petits messages d'exclusion peuvent être plus ou moins subtils et fréquents. Et finalement, les microagressions peuvent entraîner des répercussions néfastes sur la santé physique et mentale d'une personne. Pour ce qui est des parents LGBTQ+, en fait, il y a quelques études qui sont principalement qualitatives qui suggèrent que plusieurs parents LGBTQ+, vivent des microagressions ou autres expériences négatives dans les interactions avec le personnel de la garderie ou de l'école fréquentée par leur enfant. Il arrive que le personnel ait des croyances ou une vision de la famille très conforme aux stéréotypes ou aux normes de genre dites traditionnelles. Donc, les familles qui s'éloignent de ce modèle hétéro-cis-normatif risquent alors d'être stigmatisées par exemple à travers des microagressions qui sont faites de façon volontaire ou non par le personnel de ces milieux.
Heureusement, ces milieux peuvent également être affirmatifs, par exemple en normalisant la diversité familiale à travers des activités éducatives qui sont adaptées au stade de développement et au stade de, oui, au stade de développement et d'apprentissage des enfants. Si on passe maintenant aux objectifs et à la méthodologie qu'on a développée pour ce projet. L'objectif principal était d'identifier et de décrire les expériences types vécues par les parents LGBTQ+, en observant notamment l'exposition aux micro-affirmations et microagressions en milieu scolaire et services de garde. Cette étude visait également à comparer la composition sociodémographique de chaque classe, ainsi qu'à observer les associations entre les expériences types et les stratégies d'évitement de la discrimination qui sont adoptées par les parents. Les données du projet Savie LGBTQ nous ont permis de répondre à ces objectifs. Entre septembre 2020 et entre septembre 2019 et août 2020, il y a plus de 5000 personnes qui ont répondu à un questionnaire en ligne. Donc, nous avons sélectionné un sous-échantillon de 428 parents LGBTQ+, qui avaient fourni des informations sur leurs expériences et interactions avec les milieux de garde ou écoles de leurs enfants. Les méthodes quantitatives vont généralement se concentrer sur l'observation des moyennes et des tendances au sein de différentes populations. Cependant, un inconvénient de ces méthodes est qu'elles ne tiennent pas compte des différences individuelles, ce qui peut poser problème lorsqu'on travaille avec des populations diversifiées telles que les communautés LGBTQ+. Donc, c'est pourquoi nous avons opté pour une analyse de classe latente. Ce type d'analyse, en gros, permet de prendre en compte ces différences en regroupant les individus en fonction de leurs expériences communes. Si on passe maintenant rapidement, je vais vous présenter les variables qu'on a utilisées pour réaliser les analyses. Donc, l'exposition aux micro-affirmations a été étudiée à l'aide de 2 indicateurs. Le premier concerne les micro-affirmations dites interpersonnelles qu'on peut observer, qui sont vécues en interaction avec le personnel des milieux. Par exemple, une interaction dans laquelle le personnel a utilisé un langage qui reconnaît les familles LGBTQ+. Le second indicateur concerne les micro-affirmations dites environnementales. Celles-ci représentent des signes d'inclusion qui peuvent être observés dans les milieux ou dans l'environnement scolaire. Par exemple, lorsque le personnel fournit du matériel qui montre des familles LGBTQ+, comme avec des affiches, des livres ou autres matériels. Donc, 2 indicateurs supplémentaires ont permis d'observer l'exposition aux microagressions. L'indicateur nommé hétérosexisme fait référence aux microagressions liées à un inconfort de la part du personnel envers les familles LGBTQ+. Ces microagressions peuvent également manifester un endossement de la culture hétérosexiste chez le personnel du milieu. Un exemple pour cet indicateur serait une interaction dans laquelle le personnel fait sentir qu'une famille avec une mère et un père est le meilleur modèle familial. Finalement, l'indicateur généralisation et stéréotypes concerne les microagressions qui révèlent des croyances ou stéréotypes que toutes les familles LGBTQ+ sont pareilles et qu'elles vivent les mêmes expériences. Par exemple, ici, ça serait un commentaire du personnel qui laisse entendre que votre famille ou votre enfant était plus normal qu'on se serait attendu. Donc, on comprend qu'il y avait des attentes qu'il n'allait pas être normal. Et finalement, les personnes qui ont répondu au questionnaire étaient invitées à inscrire la fréquence à laquelle elles avaient perçu ces micro-affirmations et microagressions. Si on passe maintenant aux résultats. Donc, ces 3 groupes ici, soit d'exposition limitée, modérée et fréquente aux micro-affirmations et microagressions, présentent des profils d'exposition similaires, c'est-à-dire que pour ces parents, les micro-affirmations sont aussi fréquentes que les micro-agressions. La différence entre ces groupes s'observe plus précisément dans la fréquence de l'exposition. Pour être plus clair, en fait, l'exposition limitée qui regroupe 15% des parents répondants. Donc, pour eux, globalement, les parents de ce groupe n'ont jamais perçu de micro-affirmations ni de micro-agressions dans les milieux fréquentés par leur enfant. Pour la classe d'exposition modérée, ce groupe qui regroupe quant à elle 35% des parents. Et pour ces personnes, les micro-affirmations et micro-agressions vont être plutôt rares ou occasionnelles. Finalement, pour 6% des parents, les micro-affirmations et les micro-agressions vont être occasionnelles et même régulières.
Un groupe composé de 11 des parents présente un profil assez sombre. Notamment, ces parents sont exposés à très peu de micros-affirmations dans les milieux fréquentés par leurs enfants. Pour la plupart d'entre eux, les micros-affirmations ne surviennent jamais ou elles sont plutôt rares, le cas échéant. D'un autre côté, les micros-agressions sont assez prévalentes dans les expériences de ses parents. Donc, ce groupe va être confronté aux micros-agressions de façon occasionnelle et même régulière. Finalement, pour 33 des parents de l'échantillon, euh, sont regroupés dans la dernière classe qui offre un portrait plus optimiste. Donc, ces parents rapportent une exposition occasionnelle et même régulière aux micros-affirmations. Et à l'inverse, les micros-agressions ne surviennent jamais ou elles vont être plutôt rares. Lorsqu'on observe les résultats pour l'ensemble des parents, présentés dans la dernière colonne, on peut remarquer que la majorité des parents auraient perçu, au moins rarement, des micros-affirmations dans les milieux éducatifs fréquentés par leurs enfants. Par contraste, les micros-agressions vont être plutôt rares, mais on note qu'elles sont tout de même rapportées par la majorité des parents. Il s'agit donc d'environ 2 parents sur 3 qui rapportent être exposés aux micros-agressions lorsqu'ils sont en interaction avec ces milieux. De plus, c'est environ 1 parent sur 10 qui est régulièrement confronté aux micros-agressions, comme lorsque le personnel pose des questions dérangeantes sur leur famille qui est non traditionnelle. Euh, oui, globalement, le portrait est quand même relativement positif, mais il y a toujours place à l'amélioration. Notamment, le dernier groupe, soit celui ayant des expériences affirmatives fréquentes et des microagressions limitées, représente le profil le plus favorable ou idéal en comparaison aux autres groupes. On constate malgré tout que les microagressions ne sont pas complètement absentes de leurs expériences. La littérature suggère que les enfants peuvent grandement bénéficier de l'implication de leurs parents au sein de leur milieu d'apprentissage. Cependant, l'exclusion et les expériences négatives vécues par les parents dans ces milieux seraient associées à moins d'implication, par exemple en tant que bénévole lors d'activités scolaires. Ces constats illustrent bien l'importance et la pertinence de la sensibilisation et de l'éducation du personnel à la diversité familiale, comme les microagressions sont toujours un enjeu d'actualité dans ces milieux. De plus, des stratégies pourraient être mises en place afin d'assurer la pleine inclusion des familles LGBTQ+. Cela pourrait très bien favoriser des expériences plus positives pour les parents LGBTQ+, comme pour leurs enfants. Jetons maintenant un coup d'œil aux caractéristiques sociodémographiques des parents qui composent les 5 différentes classes. Je souhaite attirer votre attention plus précisément sur les 2 groupes en couleur. Donc, soit celui qui est exposé à peu de micro-affirmations et à des micro-agressions fréquentes, ainsi que son groupe opposé, soit celui qui rapporte de fréquentes micro-affirmations et peu de micro-agressions. On observe que les personnes cisgenres, blanches et ayant un revenu de plus de 100 000 par année étaient plus susceptibles de rapporter de fréquentes expériences affirmatives et peu de microagressions. Donc, c'est ce type de personnes-là qui allait être dans le groupe de micro-affirmations fréquentes et micro-agressions limitées. C'est aussi ce groupe qui est composé de la plus grande prévalence de personnes monosexuelles, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par un genre seulement. On fait référence ici aux personnes qui sont lesbiennes, gays ou hétérosexuelles pour les personnes trans. À l'inverse, les personnes autochtones et de minorités visibles, ainsi que les personnes trans et non-binaires, étaient plus susceptibles d'avoir vécu de fréquentes microagressions et peu de microaffirmations en interaction avec le personnel des milieux scolaires et milieux de garde. Ce groupe est également caractérisé par un plus grand nombre de personnes pansexuelles, queer et d'autres orientations sexuelles. Des auteurs suggèrent que les difficultés vécues par les parents trans, non-binaires, pansexuels et queer seraient attribuables au manque de connaissances du personnel sur ces identités. Donc, ces parents seraient plus à risque d'être exposés aux microagressions. Finalement, portons notre attention aux stratégies d'évitement de la discrimination qui sont adoptées par les parents LGBTQ+. Donc, ce tableau présente les proportions de parents qui utilisent les 6 stratégies suivantes. Ne pas parler de ses enfants dans certains contextes. Ne pas parler de l'autre ou des autres parents dans certains contextes. En faire plus pour avoir l'air d'une famille parfaite.
éviter de dévoiler le sexe ou le genre de l'autre ou des autres parents, éviter de dévoiler l'identité de genre ou le parcours trans d'un parent, et finalement, modifier la façon d'exprimer son genre, sa masculinité ou sa féminité dans certaines situations pour être plus conforme à des stéréotypes traditionnels. Donc, ici, ces stratégies peuvent être utilisées dans divers contextes et n'étaient pas limitées. Dans le questionnaire, elles n'étaient pas limitées dans un contexte de service de garde ou d'école. Donc, une vue d'ensemble des données permet de voir une certaine gradation, allant des plus faibles aux plus fortes prévalences de parents qui utilisent ces stratégies. On observe alors des différences dans l'usage des stratégies selon la fréquence d'exposition aux microagressions. En effet, les personnes qui rapportent le moins de microagressions sont également celles qui utilisent le moins de stratégies, comme on le voit dans les colonnes plus à gauche. À l'inverse, on peut constater que les parents qui vivent le plus de microagressions sont beaucoup plus nombreux à adopter de telles stratégies. Notamment, 60 à 77 des parents du dernier profil qu'on voit en vert rapportent essayer d'éviter la discrimination de différentes façons. Et c'est quand même pas rien, 60 à 77. Et je trouvais aussi intéressant de constater que l'utilisation des stratégies reste assez prévalente pour les parents, même chez celles qui sont peu exposés aux microagressions. Donc, il y a quand même une certaine tendance à ce niveau-là. Finalement, portons notre attention aux résultats pour l'ensemble des 428 parents qu'on voit dans la dernière colonne. On peut constater qu'entre un parent sur 3 jusqu'à un parent sur 2 va mettre en place différentes stratégies dans le but d'éviter les expériences négatives ou la discrimination. Donc, on voit par exemple que c'est près de la moitié des parents LGBTQ+, qui vont en faire plus pour avoir l'air d'une famille parfaite. L'utilisation de ces stratégies peut manifester une anticipation de la discrimination ou de l'exclusion, ainsi qu'un besoin de s'en protéger. La littérature considère que cette anticipation est un stresseur qui sera associé à diverses difficultés, comme à la détresse psychologique et à l'hypervigilance. Les parents LGBTQ+, doivent donc composer avec ces obstacles, en plus des défis et responsabilités inhérentes à la parentalité. En conclusion, les parents LGBTQ+, au Québec ne représentent pas un groupe homogène. On observe des variations au niveau de leurs expériences, caractéristiques, ainsi que dans l'utilisation de diverses stratégies d'évitement de la discrimination. Certaines personnes naviguent à travers des milieux plus affirmatifs, tandis que d'autres font face à plus d'hétérosexisme et de stéréotypes. Les caractéristiques des parents vont également varier en fonction du type d'expérience rapportée. Entre autres, les personnes monosexuelles, cisgenres, blanches et ayant un revenu de plus de 100 000 $ par année semblent recevoir des services plus affirmatifs. D'un autre côté, les personnes trans, non-binaires et racisées sont plus susceptibles d'être confrontées à de fréquentes microagressions dans les milieux éducatifs fréquentés par leurs enfants. L'occurrence plus fréquente des microagressions est associée à l'utilisation de diverses stratégies qui visent à éviter la discrimination. Les milieux inclusifs offrent de meilleures opportunités de réussite pour les enfants, en plus de favoriser l'implication des parents. Prendre soin des enfants et leur offrir une éducation de qualité ne peut être réalisé en ignorant la qualité des services qui sont offerts aux parents. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place afin de limiter l'occurrence des microagressions et pour encourager la pleine inclusion des familles LGBTQ+. Je vous présente quelques exemples, mais évidemment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Donc, utiliser un langage neutre dans les formulaires, comme utiliser parent au lieu de mère ou père, assurer la représentation de la diversité familiale dans les milieux, comme en affichant des images de différentes formes de famille. Et finalement, consulter différents organismes et ressources éducatives afin de sensibiliser et d'éduquer le personnel. Par exemple, la Coalition des familles LGBT+, est un organisme qui offre de nombreux outils de sensibilisation et autres ressources éducatives. Donc, si vous avez d'autres exemples, je vous invite à les partager lors de la discussion, ce serait très intéressant. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je peux répondre à quelques questions.